Avec chaque année, plus de 43 000 personnes concernées par un cancer colorectal, il demeure l'un des plus fréquents en France. Troisième cancer le plus présent chez l'homme et deuxième chez la femme. Il représente aussi la deuxième cause de décès par cancer dans l'Hexagone chez les messieurs et la troisième dans la population féminine. Pourtant, dépistée à temps, cette maladie se soigne et se guérit très bien. Dans 9 cas sur 10 en effet, sa détection précoce permet de guérir, d'où l'importance cruciale et capitale du dépistage dès l'âge de 50 ans. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau le professeur Thierry Ponchon, spécialiste du sujet. Avec moi également, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Saroste et Laure Guérou-Acola de l'association Patients en Réseau. Alors tout d'abord, professeur Ponchon, on va commencer avec vous. Je le disais, dans 9 cas sur 10 détectés précocement, le cancer colorectal se guérit très bien. Le problème, c'est que finalement, c'est le dépistage précoce qui n'est pas si répandu que cela. Est-ce qu'on a des chiffres, professeur ? Oui, bien sûr, malheureusement, et les chiffres sont mauvais. Ils sont de l'ordre de 29% de participation de la population qui est invitée et qui participe finalement. On peut savoir comment s'est organisé justement précisément le dépistage ? Alors, il y a des centres régionaux de dépistage. Donc, moi, je suis président d'un de ces centres. Et on envoie un courrier aux personnes qui sont éligibles. Donc, c'est tous les hommes, toutes les femmes entre 50 et 74 ans. On les invite à aller voir leur médecin traitant pour aller rechercher un test de dépistage. Alors, un test qui va se présenter, je crois que vous en avez un là avec vous, hein, c'est ça ? Oui, j'en ai un là. C'est pour montrer que c'est très simple à réaliser. En fait, on a une petite spatule comme ça qui se trouve dans cette enveloppe. Et cette petite spatule, on la passe sur les selles, puis on recueille ainsi un peu de sel et on va rechercher du sang dans les selles. Donc c'est simple comme bonjour a priori. Oui, c'est simple et c'est pour ça qu'il est dommage que les personnes ne participent pas plus. Ne le fassent pas, je comprends bien. Alors vous, Cyril, vous êtes patient en rémission d'un cancer colorectal. J'aimerais bien revenir sur votre expérience justement. Est-ce que vous avez fait ce test par exemple ? Comment vous avez été dépisté ? Ben non, justement, cette année de mes 50 ans où j'aurais dû recevoir l'enveloppe, juste avant de recevoir l'enveloppe pour aller chercher le kit, j'ai eu des saignements dans les selles et du coup je suis allé voir mon médecin traitant qui a demandé à ce que je fasse une coloscopie. Immédiatement, vous vous êtes dit que ça n'était pas normal. Vous n'avez pas laissé traîner, c'est ça que je veux dire. Voilà, du tout. Il vaut mieux pas. Du sang dans les voies naturelles, c'est jamais normal. Et du coup, vous n'avez pas eu peur d'y aller, hein ? Non, pas du tout. Faut pas avoir peur d'y aller. Alors, vous le disiez, professeur Ponchon, le test, c'est dès 50 ans jusqu'à 74 ans, autant les hommes que les femmes, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a quand même des prédispositions à ce cancer ? Est-ce qu'il y a des patients qui vont devoir peut-être se faire suivre un petit peu plus tôt ? Oui, c'est une bonne question, ou différemment. On estime qu'à peu près 20% des personnes qui ont un cancer ont des facteurs de risque familiaux. D'accord. On peut dire grosso modo que dans leur famille, c'est-à-dire un apparenté au premier degré, père, mère, frère, sœur, a un cancer. Dans ces cas-là, ils sont dits à haut risque. Donc on ne va pas faire le test comme pour toute la population. On va leur proposer directement une coloscopie. Parce que cette coloscopie, elle permet évidemment de voir, mais d'enlever aussi des lésions précoces. La fameuse coloscopie. La fameuse coloscopie. Qu'on redoute beaucoup. Cyril, comment vous avez vécu votre suivi après le dépistage ? En fait, après le dépistage, ça a été diagnostiqué cancer, donc j'ai eu le droit à une radiothérapie, chimiothérapie, opération, pose de stomie, re-radiothérapie et après remise en continuité. Donc en fait, maintenant je suis en rémission depuis 3 ans. Depuis 3 ans, d'accord. Du coup, je suis suivi tous les 6 mois. Pour en imagerie, d'accord. Donc scanner, thorax, abdomen, pelvien, et une coloscopie toutes les 2 ans à peu près pour vérifier que tout va bien. Que tout va bien in situ. Et on touche du bois, tout va bien pour le moment. Et tout va bien au niveau cancéreux, après les effets secondaires, mais c'est une autre histoire. Oui, bien sûr, évidemment. Laure, alors vous êtes de l'association Patients en Réseau, la fondatrice. Face à la maladie, que redoutent les patients ? Qu'est-ce qu'ils attendent d'une association comme la vôtre ? Que viennent-ils chercher ? Comment vous les accompagnez ? Alors en fait, avec Patients en Réseau, on propose des communautés en ligne, et notamment donc Mon Réseau Cancer Colorectal, qui est un espace, donc soit site internet, soit application mobile, où patients et proches peuvent finalement s'inscrire
dans un univers qui est fermé, donc on reste anonyme. On peut s'inscrire quel que soit le lieu de vie, quel que soit le lieu de soins, quel que soit son âge, et ça permet finalement de se retrouver avec d'autres personnes concernées. Parce qu'une des difficultés de cette maladie cancer colorectal, c'est qu'on n'en parle pas volontiers, et de pouvoir, on voit quand on a des parcours de soins comme Cyril, c'est quand même des parcours très lourds. Compliqué, bien sûr. Donc en fait, de pouvoir échanger avec d'autres patients qui ont vécu ces traitements, ces chirurgies, ces stomies, ces remises en continuité, et puis toute la vie au quotidien, comment on gère avec les effets indésirables, qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on peut rebouger, c'est tout ça qui va se discuter. Et au-delà de cet échange entre personnes, il y a aussi l'importance de faire circuler de l'information. Mieux comprendre la maladie, mieux comprendre les traitements, mieux vivre avec, découvrir les soins de support. On travaille beaucoup avec Cyril et Colette, qui sont les deux patients experts du réseau, à faire circuler aussi des informations sur les soins de support adaptés, la kiné adaptée, enfin, toutes ces choses-là qu'on ne connaît pas forcément et qui permettent de mieux vivre le parcours de soins. Donc, disons que nous, on a un objectif qui est d'accompagner les personnes malades dans tout leur parcours, mais aussi de participer à faire circuler cette information sur le dépistage, parce que c'est très important que beaucoup plus de personnes y aillent pour éviter, enfin, si on découvre les choses, que ça soit pris le plus tôt possible. Ça change tout pour les personnes. Et on sauve des vies. Alors, Laure et Cyril, d'ailleurs, je m'interroge, on parle de cancer colorectal. Alors, vous disiez, on parle de façon anonyme, on met cet anonymat, j'imagine que c'est voulu, parce que, est-ce qu'on peut considérer que c'est un sujet tabou, finalement, parce qu'on touche à la sphère intime avec ce cancer? Alors, je dirais que c'est la sphère intime et puis c'est la sphère caca. Oui, c'est ça. Ouais, clairement, c'est plus que tabou. On ne parle pas du tout de ce genre de sujet en famille, à l'apéro avec ses amis. Ouais. Donc, c'est vraiment très difficile. Et je crois que c'est extrêmement précieux de retrouver cet espace qui est modéré, où on est accompagné, on est accueilli. Et justement, ça permet de préserver sa pudeur et en même temps de poser toutes ces questions sans tabou. Et je crois que ça change tout. Mais je pense que Cyril pourra en parler, puisque c'est beaucoup lui qui échange aussi avec les patients du réseau. Vous avez eu une gêne, un a priori, ou vous avez désacralisé un peu le sujet? Non, pas de gel, parce qu'il ne faut pas, à partir du moment où ça touche la sphère médicale, il faut laisser de côté nos tabous, tout ça. Sûr. Le gros problème du dépistage aussi, et du suivi de soins et du soin support vont être liés aussi à ces problèmes de tabous. Et ça, il ne faut pas. C'est une perte de chance de dire de ne pas faire les choses parce que tabou. Franchement, le tabou, à côté, c'est ridicule. Oui, c'est ça, bien sûr. Suivre. Bien sûr, on comprend bien. Alors, je reviens vers vous, professeur Ponchon. En matière de dépistage, on ne peut que progresser, on l'a vu, et il faut y aller même en période de crise. Et d'ailleurs, on a vu que pendant la crise sanitaire, on est allé moins voir ces spécialistes, ces médecins, etc. Est-ce que ça a eu un impact aussi sur le dépistage du cancer colorectal ? Ah oui, bien sûr, malheureusement. Voilà. On a quelques chiffres. D'abord, on a arrêté les invitations quelque temps, puisque comme le dépistage passe par le médecin traitant, le médecin traitant ne pouvait pas recevoir les personnes, donc il ne fallait pas les inviter à ce moment-là. Elles auraient pu être déçues, entre guillemets. Et du coup, on estime à peu près que peut-être 20 000 personnes en France, et au moins 3 000 qui sont porteurs de cancer, ont pu souffrir d'un retard au diagnostic à cause du Covid. Ça, c'est le côté négatif du Covid. Alors, est-ce qu'il y a un côté, entre guillemets, positif ? Peut-être parce que finalement, la vaccination, les tests ont poussé en quelque sorte les personnes à prendre conscience qu'il fallait eux-mêmes être en état qu'ils sont en charge eux-mêmes de leur santé, en quelque sorte. Oui, c'est volontaire. Donc, acteurs de santé. En quelque sorte, ça n'a rien à voir, évidemment, mais dépistage Covid, on pourrait dire dépistage cancer. Donc ça pourrait, sur le long terme, avoir un effet bénéfique. Et d'ailleurs, je voulais remercier Cyril en particulier de témoigner, parce que sa démarche est courageuse. On recherche souvent des personnes qui peuvent témoigner, et des personnes, en plus, si possible, connues. Eh bien, en général, elles refusent. Forcément, on l'a vu, c'est ce fameux tabou dont il faut absolument sortir. Alors, on va passer maintenant aux questions des internautes qui sont intéressés par le sujet. On a Philippe qui habite dans le 95 et qui doit passer une coloscopie, qui nous dit qu'il a peur. Alors, c'est peut-être pas à vous que j'ai posé la question, professeur, mais peut-être à vous, Cyril. Est-ce qu'il faut avoir peur d'une coloscopie ?
Du tout. Aucune raison d'avoir peur. De toute manière, c'est sous anesthésie générale sans rien. tout le temps, il me semble, donc on ne sent rien du tout. Le seul petit désagrément, ça va peut-être être la préparation avant, puisqu'il y a différentes méthodes, mais il faut que l'intérieur des intestins soit bien propre pour que la coloscopie se passe au mieux et que l'on voit tout ce qui doit être vu, polypes et compagnie. Et il n'y a aucune douleur, ni pendant, ni avant et ni après. Quand on se réveille, ça dure une journée, on est de soir chez soi, comme si rien s'était passé. Et au niveau douleur par rapport à ce qui pourrait arriver après. Si vous avez un cancer, franchement, il faut y aller directement. Oui, il ne faut pas hésiter. On ne cessera de le répéter. Alors peut-être pour vous, cette question de Pascal, qui demande si le cancer du côlon peut avoir un impact sur sa vie intime et sexuelle. Absolument. Oui. C'est un vrai sujet. Les traitements peuvent avoir un impact, j'allais dire, soit pendant la période, je dirais, intense des traitements, mais aussi sur le long cours. Donc c'est un vrai sujet, un très bon sujet qui est discuté d'ailleurs entre les patients pour que justement on puisse mettre en place des choses qui peuvent aider. Donc déjà, il y a besoin de comprendre quel est l'impact qui est lié au traitement. Il y a un impact qui est lié à la maladie. C'est pas toujours évident d'avoir une vie sexuelle quand on a une stomie. Oui. Il peut y avoir des douleurs neuropathiques, des changements de sensations, des positions qui sont, on va dire, agréables et d'autres qui peuvent devenir désagréables. Donc c'est important d'en parler parce que la vie intime, la sexualité, ça fait partie, on va dire, de la qualité de vie. Bien sûr, la guérison et là aussi, c'est vraiment, il y a des progrès à faire et ça fait partie des sujets sur lesquels notre réseau travaille particulièrement justement pour aider les personnes. Alors, professeur, on va terminer avec vous. Avec un cancer du côlon dépisté tard, quelles sont ses chances de survie à 5 ans? Alors, fort heureusement, ça s'est un peu amélioré. C'est-à-dire qu'on a vu une évolution en 10-15 ans grâce aux nouveaux traitements, grâce à l'amélioration également des techniques chirurgicales, à la radiothérapie. Donc, mais 60% dans les formes avancées, 60% des patients sont en vie à 5 ans. Mais ça veut dire que 40% sont décédés. Oui, ils sont décédés. Et je voulais juste rebondir un peu sur ce qu'a dit Cyril. Un médecin, et ce que vous avez dit, un médecin doit aussi avoir des coloscopies. C'est vrai, je vous ai pas demandé. Et moi, j'ai eu une coloscopie. C'est vrai. Parce que mon test était positif. Et je me suis, entre guillemets, sauvé moi-même parce que lors de la coloscopie, on m'a trouvé un polype qui était cancéreux. Donc je suis mon meilleur, en quelque champion témoin pour défendre le dépistage. Vous me l'aviez caché quand on a préparé cette émission, professeur. Ah oui, mais non, mais non, parce que votre question m'a amusé entre guillemets. C'est les patients qui doivent parler de la coloscopie. Mais nous aussi, on est des patients. C'est vrai, vous êtes des patients. Merci en tout cas, professeur, pour cet exposé. Merci à vous, Laure Guéroux-Acola, pour votre lutte sans faille contre le cancer. Merci à vous, Cyril Saros, car on sait les témoignages des patients sont précieux. On ne le répétera jamais assez. Si vous avez 50 ans et plus, allez vous faire dépister. Ça sauve des vies, 9 sur 10 précisément. Merci beaucoup et à très bientôt dans un nouvel épisode d'Expertise Santé.